Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Jenna à l'heure de Santé Assure. Nous nous intéressons aujourd'hui à une maladie neurologique, l'autisme, ce qu'il faut savoir sur les signes de cette maladie, la prise en charge, les causes, les symptômes. Nous en parlons dans cette émission aujourd'hui avec une professionnelle, Dr Salifou Ouros Samarisi Katou, qui est bien en place déjà sur le plateau de Santé Assure. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous pour nous apporter les explications nécessaires sur cette maladie. Le plaisir est avec vous. Oui. Que vous vous intéressez à ce sujet parce que ça nous tient à cœur. D'accord. Merci, on va vous installer confortablement, chers auditeurs, et aussi avec le docteur, une chanson dédiée à tous les enfants autistes. Voilà une chanson qui introduit si bien le thème qui nous rassemble ce matin dans Santé Assure. Nous sommes avant tout des amis. C'est quoi être autiste, docteur? Merci beaucoup. Être autiste, c'est justement avoir ce trouble-là que nous appelons le plus ce trouble du spectre autistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les fonctions neuronales du bébé déjà qui seront atteintes. De sorte qu'à la naissance, on a déjà des signes, même si ça ne se manifeste pas. Parce que chez certains enfants, ça va venir très tôt. Chez d'autres, il faut attendre les 2-3 ans. Donc, c'est le corps cérébral, toujours le cerveau qui va avoir des problèmes. Et ça va se manifester en touchant les grandes fonctions comme la cognition, ça veut dire l'intelligence et tout, le comportement et les fonctions sensorimotrices qui vont faire que quand vous voyez cet enfant, il sera justement différent des autres enfants. Et comment est-ce que cet enfant attrape cette maladie, si je peux m'exprimer ainsi? Comment ça arrive à un enfant d'être autiste? Oui, là, je suis sûre que vous voulez me demander les causes. Oui, est-ce que c'est néonatal? Comment est-ce qu'un enfant naît de ce trouble-là? Oui, merci beaucoup, Joanita. Oui, quelles sont les causes? Pour le trouble du spectre autistique, on ne parle pas de causes, mais on parle plutôt de facteurs. D'accord. Et c'est un concours de facteurs, les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. D'accord. Génétique, pourquoi? Si nous prenons le terme barbare qui parle de plaques génétiques, donc ces plaques génétiques, que les marqueurs génétiques que les parents ont déjà en leur sein vont influencer et vont prédisposer déjà un enfant à ce risque. Et on ne dit pas forcément qu'à eux seuls, ils vont favoriser le trouble. À eux seuls, ils ne vont pas favoriser. Et ça aussi dit que le parent n'est pas forcément autistique. D'accord. Le parent n'est pas autiste. L'un des parents, les deux ne présentent pas forcément le signe. Non, ils n'ont pas forcément l'autisme. Ils ne présentent pas le trouble, mais ils vont avoir plutôt ce qu'on appelle des marqueurs génétiques qui prédisposent leur enfant, leur progéniture à la maladie. Mais maintenant, combinés à des facteurs environnementaux. Et ces facteurs, lesquels, par exemple? Oui, c'est des molécules, c'est tout un arsenal de génétique, de chimie. C'est des molécules auxquelles le fœtus, c'est déjà depuis le ventre, sera exposé. D'accord. Ce n'est pas de l'alcool, ce n'est pas du tabac, rien de tout ça? On ne peut pas l'exclure, mais puisqu'on parle de molécules, vous voyez, tout ce que les plantes, tout ce que nous consommons aujourd'hui et pour lesquels on nous interpelle. C'est des choses comme ça, des plantes qui se retrouvent dans notre nourriture, dans l'eau que nous buvons. C'est des choses comme ça qui vont déjà concourir avec la prédisposition des parents et on va voir à la naissance des enfants qui vont souffrir de l'autisme. D'accord. Je comprends d'ores et déjà que c'est pas une pathologie qui se transmet de mère à enfant ou de parent à enfant. Non. On peut avoir des parents sains qui donnent naissance à des enfants autistes. Oui. Et ce n'est pas non plus une génération d'avant qui transmet le gène non plus. Non. Wow. C'est pas comme ça. C'est très compliqué. Oui. Alors, on vient là de parler des causes. Au Togo, par rapport à cette maladie ou en Afrique, est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'ils sont alarmants? Parlez-nous un peu des chiffres de cette maladie. Difficile à dire. D'abord, il faut déjà commencer par insister sur le fait que l'autisme n'est pas une pathologie psychiatrique. Souvent, nous confondons. C'est une pathologie neurologique. C'est neurologique plutôt. Et en plus, ce n'est pas une maladie, mais c'est une déficience.
D'accord. C'est une déficience, dans ce que l'enfant va naître avec des tares. Et donc, maintenant, parlons des chiffres. En Afrique, c'est difficile à dire. Pas que ça n'existe pas. Quand on parle du monde, dans le monde, on parle de 0,6 à 7%. Donc, ça fait 1 sur 150. Un individu sur 150 qui vont présenter l'autisme. Maintenant, l'OMS dit quand même qu'il y a des millions, des centaines de millions d'autistes en Afrique. Wow. Mais c'est une estimation. On ne peut pas, avec les chiffres à l'appui, le dire. Pourquoi? Pour beaucoup de raisons. D'abord, c'est difficile de faire le diagnostic. Les gens ne se manifestent pas. Non, le diagnostic est difficile parce qu'il faut mettre ensemble une pluridisciplinarité. Je ne sais pas si c'est parce que les pédiatres ne s'intéressent pas à la maladie. Oui, c'est parce que le test qui nous permet, la batterie de tests qui nous permet de détecter cette maladie, ils ne le savent pas. Mais difficilement on le diagnostique en Afrique. Ça, c'est un. De deux, il manque de structure de prise en charge. On va diagnostiquer pour dire à un parent, votre enfant souffre de l'autisme. Et c'est fini, ça s'arrête là. On ne soigne pas. Donc, mais sous d'autres cieux, il y a des traitements bien adaptés, même des enfants qui s'en sortent bien. Il y en a, on en viendra. D'accord. Mais nous, on n'a pas de structure. Maintenant, à ceci s'ajoute notre explication culturelle. Où on va passer tout de suite que c'est surnaturel. C'est le sorcier du quartier, c'est la maman. Vieille mère qui est au village. C'est la maman qui a connu l'adultère. Donc, toutes ces réalités font que c'est difficile de diagnostiquer. D'ailleurs, il y a un anthropologue et psychanalyste, Toby Nathan, qui a travaillé là-dessus en Afrique et qui a révélé que chez les Yoruba du Bénin, ils ont donné un nom, je vais vous rappeler tout de suite, qui veut dire naître pour mourir. Oh, c'est-à-dire les autistes, on les tue? Le nom qu'on leur donne, c'est ça, naître pour mourir. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Ils disent que puisque c'est des gens qui ne parlent pas, ils ont du mal à communiquer, dans leur silence, qu'ils sont en train de communiquer avec les esprits. Donc, ils exposent leur famille, leur communauté à des calamités. Wow. Donc, imaginez ce que ça veut dire. Wow. Ça veut dire qu'il faut les exterminer. Ça fait peur. Hein? Donc, vous voyez un peu, c'est ça la croyance que nous avions. Donc, toutes ces réalités mises ensemble font que les gens cachent leurs enfants, leurs peines, leurs difficultés, leurs souffrances dans les maisons. Donc, on n'a pas les chiffres, mais la maladie existe. Le trouble est là. Et comment est-ce qu'on diagnostique l'autisme à un enfant? Justement, le diagnostic doit être fait par une équipe pluridisciplinaire. Et c'est là où... pas un seul médecin. Non, ce n'est pas un seul médecin, ce n'est pas un seul spécialiste. Le pédiatre va constater. Normalement, un enfant qui est malade, ce à quoi on doit s'attendre, c'est que sa maman l'amène voir le pédiatre. Bien sûr. Et si le pédiatre il connaît les signes, justement, il va commencer par se poser des questions. Ah, ça là, ça m'interpelle, ça dit ceci. Donc, le pédiatre, il va diagnostiquer. Le psychiatre, il va diagnostiquer avec les tests. Le psychologue va faire sa batterie de tests. Wow. Le neurologue va intervenir. L'orthophoniste va intervenir. Et tout ça, ça ne trouble pas l'enfant qu'on est en train de diagnostiquer? Chacun connaissant son travail et savoir quelle cible il a à faire, doit savoir s'y prendre pour mettre l'enfant en confiance et y arriver. Oui. Même l'herbothérapeute va intervenir, le psychomotricien va intervenir. Donc, ouais, c'est toute une équipe autour. Parce qu'il faut voir le côté neurologique de la chose, il faut voir le côté cognition auquel le psychologue va s'attaquer. Donc, pour mieux réussir le diagnostic chez les personnes qui souffrent du trouble du spectre autistique, il faut une équipe pluridisciplinaire. Ça demande des moyens, des coûts aussi. Ça demande des moyens, des coûts, comme vous le dites. Donc, ça veut dire que même dans le traitement, quand on dit traitement, ce n'est pas la chimiothérapie. Ce n'est pas la chimiothérapie. C'est un suivi. Oui, on peut utiliser des médicaments, mais quand seulement il y a des maladies associées. Vous pouvez avoir un enfant qui souffre et de l'autisme et de l'épilepsie en même temps. Oui, ça peut arriver. Il peut y avoir les deux. Donc, quand il y a ça, on va mettre les médicaments seulement quand il y a des troubles associés. Sinon, le vrai traitement même, c'est des psychothérapies et des accompagnements et qui sont vraiment lourds. Vous voyez tout ce monde que je vous ai cité, l'orthophoniste va venir faire, le psychologue fera son travail, le psychomotricien fait, l'ergothérapeute fera son travail. Wow. Oui, c'est ce qu'il faut.
Ça demande des moyens d'élever donc un enfant autiste, d'être ses parents, d'être aux petits soins pour lui tout le temps. Justement, ça demande parce que actuellement, l'une des thérapies qui est très très développée et qui s'en occupe bien et auquel on a donné nom ABA. Et je vais vous voir juste tout sur l'explication. Cette thérapie prend en compte tout ça de façon holistique. Et l'objectif, c'est d'amener le plus que possible l'enfant à apprendre. D'accord. Les BABA, des fonctions, des choses que nous on trouve très simples, mais que chez cet enfant, bien sûr, l'adulte autiste, c'est un problème. Ça veut dire parler, c'est un problème pour lui. Jouer avec les autres, c'est un problème pour lui. Créer la relation, c'est un problème. Donc, les petites choses de tous les jours. Donc, cette thérapie voudrait apprendre ça et développer ça chez l'enfant. Et de l'autre côté, en même temps, minimiser les problèmes qui sont négatifs, les comportements qui sont négatifs, comme l'agressivité, l'automutilation, parce que c'est des enfants qui peuvent se mordre jusqu'au sang. Oui. Et l'automutilation, la colère, il peut se mettre en colère, vous n'allez jamais comprendre qu'est-ce qui le met en colère. Donc, diminuer le plus que possible ce comportement et favoriser l'autre. Si on réussit, ça veut dire qu'on va le rendre le plus que possible autonome. D'accord. Et ça demande beaucoup d'investissement. Bien sûr. Et en argent et en temps. Parce que même les parents doivent s'investir. Pour cela, on demande aux spécialistes. Ce n'est pas n'importe qui vient faire. C'est quelqu'un qui a appris ce métier-là et qui doit pouvoir le faire. Il va travailler à stimuler cet enfant 20 à 40 heures par semaine. Pendant des années. Mais c'est compliqué, docteur. Voilà. C'est compliqué. Wow. C'est un gros investissement. Alors, imaginez des parents qui vont avoir 2 enfants. Ça arrive. Qui sont autistes? Oui. Les 2 à la fois? Oui. En 2018, ce matin même, j'ai vu une interview comme ça, une Togolaise qui disait justement que on a pu lui mettre un nom sur son enfant seulement quand il avait 8 ans. Pendant ce temps, elle a fait le tour d'un neurologue, le tour d'un psychiatre, le tour... Et personne n'a su lui dire... Personne n'a su lui dire. Sauf qu'une fois, un de ses amis est rentré des États-Unis et avait un fils qui en souffre. Donc, quand elle a vu, elle a dit, mais ça là, c'est l'autisme. Et elle lui dit, c'est quoi l'autisme? Il dit, mais c'est un trou. 8 ans seulement. Et pendant ce temps, elle a fait tout. Mais cette femme-là, elle a justement 2 enfants. Ah, mais c'est grave. Alors, docteur, comment se manifeste donc l'autisme? Quels sont les symptômes les plus courants de cette maladie chez le jeune enfant? D'accord. Quand on prend un jeune enfant, la première chose, il faut voir la communication. C'est un enfant qui ne saura pas communiquer. À 12 mois, mais à partir de 8 mois déjà, on entend ce qu'un enfant babille. Oui. Il ne saura pas le faire. D'accord. À 14 mois, on s'attend à ce qu'un enfant puisse dire un mot. Des mots pipi, maman pipi, ça commence à qu'il veut faire pipi. Dodo, on sait qu'il veut dormir, il ne saura pas le faire. Donc ça veut dire que déjà qu'il ne saura pas parler. Première chose. Deuxième chose, comment rentrer en communication avec les autres. Dans un groupe d'enfants qui s'amusent par exemple, vous le verrez isolé. Il ne saura pas créer la relation. Il ne sait même pas regarder. Il ne va pas fixer. Ou alors s'il faut fixer, il va fixer de façon vraiment anormale, à vous interpeller pour vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Il peut même aller loin, parfois même à utiliser le corps de l'autre comme si c'était la suite de son corps. Comment ça? Voilà une table et il y a une cuillère, il veut manger. Il peut prendre la main de son père ou de sa mère pour prendre la cuillère et prendre la nourriture pour mettre dans la bouche. Comme si c'était la suite de son corps. Ça veut dire qu'il exprime un besoin en fait. Non, est-ce que c'est un besoin? Il est dans son monde. Il est naturellement comme ça. Pour lui, c'est naturel, c'est son corps qui continue. Wow. Il peut se mettre en colère et que vous ne voyez même pas de cause qu'il le met en colère. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il ne sait pas manifester ce qu'il ressent qu'il se met en colère de cette façon? Oui. Le problème, c'est que si on cherche, un enfant se met en colère quand même. Quand on cherche dans l'environnement, on peut comprendre pourquoi il s'est mis en colère. Mais là, on peut chercher ne pas trouver. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui a pu le mettre en colère? Un changement brusque peut le désarçonner. D'accord. Oui.
L'arrivée d'un inconnu, par exemple, Voilà, c'est ou ça. encore un événement qui s'est passé dans la maison peut changer son humeur. Ça peut changer son humeur. Hmm. Oui, ça peut changer son humeur. Hmm. Il peut pleurer pour un rien, comme il peut. Donc, c'est vraiment difficile. Quand vous le voyez, vous sentez qu'il y a vraiment une différence Il y a une avec différence. les autres enfants. Et il a besoin, parfois, c'est tellement grave parce que on parle justement, chaque autiste est unique en son genre, parce que nous n'avons pas toujours les mêmes manifestations. Oui. Nous connaissons les fonctions qui sont frappées, mais nous n'avons pas les mêmes manifestations. Comme ça peut changer aussi. D'accord. Ça peut changer dans le temps, ça peut changer Ça peut en évoluer, intensité. ça peut... Oui, En densité en plus? En intensité. En intensité, d'accord. Ça peut changer. Et c'est justement pourquoi on met l'accent... Ça peut s'améliorer aussi. Oui. D'accord. C'est pourquoi on met beaucoup l'accent justement sur l'accompagnement. Une fois que l'accompagnement est mis en place, ça peut changer beaucoup de choses. D'accord. Et beaucoup plus même chez l'enfant. Quand le diagnostic a été fait de façon précoce et le traitement aussi, ça va, vous voyez, l'enfant est en développement, ça va beaucoup changer. Mais chez l'adulte aussi, si on met, ça change. C'est mieux que si on n'a absolument rien fait. Et nous avons des catégories différentes. On a des gens qui souffrent de l'autisme et qui ont juste besoin qu'on les aide à communiquer avec les autres. Qui ont juste besoin qu'on les aide à s'intégrer. Alors que par contre, on peut avoir qui ont besoin qu'on les aide dans toutes les petites activités même de la vie. À manger, à se mettre propre, à savoir comment s'orienter. Oui, tout ça là. Donc, chaque autiste est unique en son genre. Très, très unique. Je comprends mieux certains enfants qui ont beaucoup de mal à s'acclimater, à rester parmi les autres. Je comprends que c'est un trouble assez sévère chez eux et qui ne les met pas assez à l'aise parmi les autres. Alors, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, merci de le faire. Nous sommes dans Santé Assure. On s'intéresse ce matin à un mal qui ne dit pas son nom, l'autisme. C'était pas très connu. On rentre dans les détails avec le docteur Salifou Urosama Risikato, spécialiste de la chose. Alors, y a-t-il une différence, docteur, entre l'autisme et le trouble du langage chez l'enfant? Oui, il y a une très grande différence. Même si le trouble du langage aussi est un trouble neurologique et qui est déjà en place dès la naissance et qui fait que l'acquisition du langage chez la personne qui en souffre sera différente de l'acquisition normale. Ok? Mais c'est différent, puisque là, c'est le langage seulement qui est frappé, alors que dans l'autisme, il y a le langage, il y a le comportement, il y a les fonctions sensorimotrices. Est-ce que les enfants autistes finissent par parler? Il y en a qui peuvent parler. La dame dont je vous parle, par exemple, elle dit que sa petite fille a commencé par parler à l'âge de 6 ans. D'accord. Mais le premier, lui, n'a pas pu parler. Donc, c'est pourquoi il faut mettre l'accent justement sur le suivi. Ce suivi-là. On va lui apprendre à parler, à être avec les autres. J'aurais appris qu'il y a une école spéciale pour ces enfants autistes. Au Togo, ici? Oui. Ah bon? Je ne sais pas. Bon, c'est ce que j'aurais appris, j'ai pas fouillé non plus. Il faudra qu'on fouille. Ouais. Nous ne portons pas souvent très haut les réalités de notre pays. Sinon, jusqu'ici, nous avons toujours crié haut et fort que pour l'autisme, les enfants qui souffrent de ce trouble, leurs parents sont délaissés pour compte. Oui. Donc, il y a beaucoup d'occasions. Dans ce mois-là, cette fois-ci, quand même, il y a eu beaucoup, on a beaucoup parlé. Et très bientôt, le 29, il y a le procès d'Assa et une équipe là qui sont en train d'organiser une journée porte ouverte. Je pense que ce serait l'occasion pour que tout le monde, tous ceux qui travaillent dans le domaine se rencontrent. Même les parents de ces enfants pour échanger, partager leur expérience. Oui. Je profite même pour dire, et moi, ensemble avec un couple qui vit aux États-Unis, togolais, dont je parle tout de suite, qui ont leur enfant autiste, qui sont rentrés au pays, qui ont vu comment le terrain est vierge. Ils sont déjà passés à la mise en place d'une association qu'ils ont appelée ATMM, ça veut dire Autisme Togo, Merveille et Mystère. Donc voilà, ils sont en train de faire cette promotion-là où on va mettre ensemble les parents. C'est surtout pour les parents. Les parents qui vont se retrouver. Et à côté, on va essayer de mettre en place cette équipe pluridisciplinaire. Déjà fait le diagnostic. Parce que c'est beaucoup de troubles qui sont là, qui ressemblent aussi à l'autisme. Actuellement, nous faisons notre diagnostic de façon parcellaire, chacun dans son coin. Mais ce n'est pas vraiment ça. C'est pas encore précis. Non, ce n'est pas ça.
Si on peut le faire en équipe où chaque spécialité amène son savoir-faire, ce serait mieux. Donc, nous sommes en train de penser, déjà le 14 mai, le 2 août, on a fait quelque chose. Le 14 mai, on pense élargir, identifier les parents pour que déjà en août, le 20 août, on attend faire le lancement officiel au siège et avec tout ce qui peut se mettre à côté quoi, pour qu'on ne commence pas vraiment par parler autisme. Très important. Oui. Alors, docteur, existe-t-il un traitement pour l'autisme? Oui, c'est ce que je disais. Un traitement, qu'est-ce que nous voulons? Des médicaments? Non. Le médicament, c'est pour des troubles qui seront, des maladies qui seront associées. Mais pour l'autisme, mais puisque c'est une déficience, c'est pas une maladie, on ne guérit pas de l'autisme. Mais quand même, on va améliorer le comportement de tous les jours. Les fonctions qui sont frappées, on va tout faire pour cultiver et amener l'enfant à utiliser, atteindre son plein potentialité. Il en a. Mais comment l'utiliser, comment le faire ressortir? Il ne peut pas le faire seul. Et le parent seul ne peut pas le faire. Quel accompagnement donc pour ce dernier? Est-ce qu'il faut l'inscrire à certains cours? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour le mettre à l'aise? Oui, le programme là dont je parle, ABBA voudrait qu'il y ait des gens formés spécialement à cette thérapie, à cette prise en charge. On ne se lève pas pour le faire, on se forme parce que c'est beaucoup de choses et c'est bien coordonné. 20 heures à 40 heures par jour, mais si vous ne savez pas ce que vous avez à faire, vous allez répéter la même chose avec l'enfant. Non. Et c'est un spécialiste qui vient. Et pendant ce temps aussi, le parent aussi a mis à contribution. Le parent aussi apprend à faire plein de choses. Parce que le thérapeute sera là pour accompagner, mais quand il parle, le parent doit prendre la relève. Pour faire ceci, voilà ce que tu dois faire avec l'enfant. Pour faire cela, l'enfant aussi. Et donc, c'est lourd. Ça demande beaucoup d'investissement en temps, en argent, c'est lourd. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait vraiment que l'État s'intéresse à la chose, des bonnes volontés s'intéressent à la chose, qu'on essaie déjà au Togo de mettre en place une structure. Dans certains pays, il n'y en a pas, mais il y a des structures qui peuvent déjà accueillir 50, 100 enfants. Si on peut déjà commencer comme ça au Togo. Et surtout, ce sont des parents qui ne pourront pas travailler normalement. C'est ça. Parce que les enfants ont besoin d'eux à côté tout le temps. Oui. J'ai une jeune femme actuellement qui vit à Sotouboua. Elle a tout abandonné pour son fils. Parce qu'il est autiste. Il est autiste. Ça handicape et le parent et l'enfant. Et l'enfant. La dernière fois, elle est tombée malade. On l'a dû hospitaliser, mais il fallait que son oncle le garde. Mais la maman, même malgré sa maladie, mais l'oncle était tout retourné. Parce que déjà, l'enfant a changé d'environnement. C'était un gros problème pour lui. C'était déjà... Il faut qu'il s'adapte, mais ce n'est pas possible pour lui. Toute la nuit, ils n'ont pas dormi, alors que la maman était hospitalisée. Comment arriver à alléger un tant soit peu, je ne sais pas, cette situation, et pour le parent et pour l'enfant? Je pense que c'est ça le chemin que nous sommes en train d'entreprendre. Si nous y allons bien et en rang serré ensemble, on arrivera à quelque chose. Ça veut dire déjà mettre en place une structure. D'accord. Mettre une équipe qui diagnostique. Les parents vont sortir. Rien que parce que nous en avons parlé, on a déjà identifié une dizaine de parents qui disent « Ah, moi j'en ai à la maison. Mais je vais venir en parler à qui pour qu'on me donne quoi? On me propose quoi? » Donc c'est pas papa. Mais savoir qu'on peut déjà lui donner le nom de ce... Il y en a qui ne sont pas autistes, mais à définir comme ça, ils vont penser que les symptômes que les enfants présentent, c'est l'autisme. Mais ce n'est pas ça forcément. Donc, une équipe pluridisciplinaire qui fait le diagnostic, déjà c'est bon. Une structure, même si c'est le B.A.B.A. Comment apprendre à une maman à parler à son enfant autisme, à se décharger un peu. Mettre en place peut-être des équipes même qui permettent de prendre l'enfant pour 2 heures. Il y a un dialogue spécial pour ces enfants autistes, pour leur parler. Comment ça se fait? Pour le peu que j'ai vu une maman faire, par exemple, pour parler de chaussures, il y a des livres où on a dessiné chaussures. Donc on prend le livre, on lui montre et on met le nom là-dessus. Chaussures. Donc, il voit et il comprend. Donc, selon le niveau de l'enfant, selon la sévérité, on adapte le traitement. D'accord. Oui. Est-ce que cet enfant qui est autiste finira par grandir, avoir son autonomie, vivre une vie normale? C'est possible? Oui, c'est la question qui se pose.
Ça dépend toujours de la sévérité du trouble. Tel que je l'ai dit, il y en a qui ont juste besoin qu'on leur apprenne à communiquer, ou bien qu'on les aide à communiquer. Il y en a qui veulent juste besoin qu'on les aide à sortir seuls. Mais pendant ce temps, il y en a qui ne peuvent pas faire. Donc, ça dépend de la sévérité. Mais ce qui est sûr, le traitement va quand même améliorer quelque chose. Il y en a qui vont évoluer jusqu'à pouvoir vivre seuls. Autonomes, oui, ils peuvent arriver. Mais si on n'a rien fait, ils ne peuvent pas évoluer et atteindre cette potentialité-là. Puisque nous ne pouvons pas encore savoir d'avance c'est quoi sa potentialité, il faudrait l'aider à cultiver et à l'atteindre. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque, puisqu'on a identifié plus haut que c'est une maladie que l'enfant attrape dès le ventre de sa maman? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Est-ce qu'une femme enceinte doit savoir qu'elle ne doit pas s'exposer à telle ou à telle chose pour ne pas mettre au monde un enfant autiste? Déjà que nous parlons des molécules, ça veut dire c'est des radiations, des radioactives, ça veut dire... Aujourd'hui, c'est difficile avec l'environnement dans lequel nous vivons. Vous voyez toute cette guerre-là qui se fait avec l'environnement pollué, Voilà des facteurs. L'environnement pollué, là, tout ce qui est versé dedans, ça va où? Mais on ne peut pas maîtriser forcément tous ces facteurs de risque. Justement, c'est pourquoi les gens se retrouvent vraiment devant ce trouble-là sans défense. Sans défense, c'est pas parce que la mère a fait quelque chose forcément. L'exposition, là, peut-être même qu'elle ne l'a pas fait exprès, elle ne l'a pas fait de façon consciente. Oui. Peut-être que c'est son milieu de travail, peut-être que c'est la consommation, toutes ces boîtes de conserve que nous avons et tout. Ces produits de liquidation que nous prenons sans savoir forcément ce que ça renferme. Est-ce que le sexe de l'enfant, est-ce que soit les garçons ou les filles sont plus exposés à ce trouble? Oui, il y a plus de garçons que de filles. Ah, d'accord. Et pourquoi ce cas chez les garçons, c'est plus fréquent chez les garçons? Je ne sais pas trop, mais le constat a été qu'on a plus de garçons autistes que de filles. Oui. Que de filles autistes. On n'a pas pu trouver la cause exacte. Peut-être que c'est moi qui ne peux pas plonger là-dessus. C'est qu'il y a plus de garçons que de filles. Alors, garçons comme filles sont exposés donc à cette maladie. Est-ce qu'ils vivent longtemps, les autistes? Est-ce qu'ils ont un train de vie normal comme les êtres normaux? Oui, quand on les aide à se développer, ils se développent. Leur maladie ne les expose pas quand même pas à une espérance de vie moindre, non. D'accord. Mais c'est qu'ils vont vivre avec des troubles pendant longtemps. Et il leur faut des accompagnements. Invalidant, vous voyez, très très invalidant. Même ça peut créer une situation où la personne va se laisser aller. Mais quand elle se sent entourée et qu'elle peut développer ce qu'elle a comme qualité, donc ça le propulse, ça lui donne envie de vivre. D'accord. Une évolution de la maladie, par exemple, que vous avez pu constater déjà, vous, en tant que médecin? Non, moi je suis pas médecin, je suis psychologue. Alors, vous, en tant que psychologue, pour avoir un peu étudié ce trouble, quelle est l'évolution que vous avez pu constater chez un enfant souffrant d'autisme? L'évolution, justement, c'est que quand on ne l'a pas aidé, il va se couper complètement du monde. Il va avoir une vie vraiment de repli sur soi, au point où si on ne fait pas attention, on va même penser à une maladie psychiatrique. Alors que ce n'est pas le cas. Non, c'est l'autisme. Et quand on ne comprend pas, puisque tout le monde va le fuir, il n'y a que le parent qui est là pour lui. Et à l'école, on ne le supporte pas parce qu'on se dit que l'école n'est pas adaptée pour lui. C'est ce qui se passe au Togo actuellement. Aucune école n'accepte ces enfants-là parce qu'il va frapper les autres, il est agressif, donc le parent ne peut pas. Vous voyez, on l'isole. Déjà dans la famille, quand on ne comprend pas, la belle famille déjà va sortir la maman, le mari qui va trouver que c'est un problème. Avec cet enfant. Non, s'il ne comprend absolument rien, s'il ne veut pas collaborer, et il trouve que c'est... et on laisse. Donc vous voyez une femme qui va se retrouver seule avec cet enfant bien en famille, où parfois on est obligé même de le cacher.
Donc, voyez, quelle évolution nous pouvons imaginer? Et si cet enfant ne peut pas aller à l'école normalement comme les autres enfants, quelles activités peut-on lui proposer alors? Non, c'est pas qu'il ne devrait pas aller, mais c'est parce que la structure n'est pas adaptée. Oui, on ne l'accepte pas. Oui, on ne l'accepte pas. Oui. Non, ce qui serait mieux, c'est qu'on puisse créer, on peut mettre en place une école pour ces enfants-là. Et pour éviter de marginaliser justement, si on peut créer des classes spéciales dans les écoles ordinaires, ce serait déjà bon. Parce que l'enseignant ne va pas prendre plus d'une dizaine d'enfants souffrant de l'autisme dans ça. Il ne peut pas supporter. Mais déjà 3, 4, 5 enfants, ça peut aller déjà. Il a aussi le droit à l'éducation comme tous les enfants. Oui, on ne doit pas l'isoler. Si on l'isole, c'est pas bien pour lui. Quels sont les autres troubles associés à l'autisme? On a parlé tantôt d'épilepsie qui peut être également associée. Y a-t-il d'autres troubles associés à l'autisme? Oui, on peut avoir facilement. C'est pas parce que l'enfant souffre de l'autisme qu'il peut plus souffrir d'une autre maladie. Donc toutes les maladies dont l'enfant peut souffrir peuvent être en même temps là. Par exemple, je connais un qui souffre de l'autisme mais qui est aussi non-voyant. Oh là là. Ouais. Ça fait beaucoup pour lui seul. Hein. Beaucoup pour lui seul. Il y en a qui refusent de manger, qui refusent de dormir également. Oui, c'est possible. Dans les trous, on peut trouver ça. C'est toujours la maladie qui les pousse à se comporter ainsi. Refuser de manger. Il faut lui apprendre alors à manger. Parce que qu'est-ce qu'il comprend concrètement au fait de manger? On ne sait pas. C'est que c'est difficile de les comprendre. Puisqu'ils ne parlent pas. Pourquoi est-ce qu'il refuse de manger? On ne sait pas toujours. Donc, il faut trouver le moyen de lui faire comprendre ce que c'est que manger, pourquoi est-ce qu'on doit manger. C'est une bataille de tous les jours. Oui. Alors, on a parlé en long et en large de la maladie, la prise en charge qui est très compliquée. Quels conseils pourriez-vous donner aux parents, peut-être qui nous écoutent, qui ont des enfants autistes chez eux, pour pouvoir les soulager tant soit peu, les mettre à l'aise tant soit peu? Quels conseils pour ces parents-là? Déjà qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas responsables, comme on a tendance à le dire culturellement. Ils ne sont pas responsables, ce n'est pas une faute, ils n'ont pas commis une faute. Bien sûr. Et qui a conduit à ça, que c'est une maladie qui existe, un trouble qui existe et qu'on voit sous tous les cieux. Maintenant, c'est vrai aussi que pendant longtemps, ils ont été laissés pour compte parce que on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment faire. Mais de plus en plus, nous sommes en train de penser qu'ils sortent de leur isolement, qu'ils sortent de leur cachette, qu'ils portent leur histoire haut. Et que déjà les petites structures qui se mettent en place, même si c'est de petites associations, qui puissent déjà les identifier et pour qu'on voit ensemble qu'est-ce que nous allons faire. La journée là, je me dis, on va encore le communiquer, il faut que les gens viennent écouter. Oui. Justement, parlez-nous les dates à retenir pour les journées portes ouvertes à venir. Voilà, pour la TMM, nous avons déjà une rencontre pour le 14 mai où on va identifier plus de parents. Et en juin, il y a une spécialiste aussi qui va rentrer de la France et qui va rencontrer les spécialistes d'ici. Nous avons envie de mettre en place l'équipe qui va faire les psychologues, les psychiatres, orthophonistes, au moins ces spécialités-là que nous avons déjà. Et pourquoi pas les assistants sociaux aussi, parce que les parents sont cachés, ils ne savent pas quoi faire. Les éducateurs spécialisés. Déjà, cette équipe-là, qu'on ait une équipe solide. Et en août, maintenant, ce sera le lancement officiel de l'association. Oui. Ça fait ATMM, Autisme Togo, Mystère et Merveille. Vivement l'implication du gouvernement pour que ça prenne de l'envergure. Parce qu'il y en a tellement d'autistes. Rien que dans la capitale, j'imagine un peu si on parcourt le Togo, ce que ça peut donner. Le 2, quand nous avons mis en place une plateforme, les gens se sont manifestés. Voyez-vous. Les gens se sont manifestés. Et aussi les médias. Pas seulement l'État, les médias aussi. Non mais déjà quand vous vivez dans le voisinage avec un enfant pareil, ça vous alerte tout le temps quand vous le voyez en difficulté, ça vous met un peu la puce à l'oreille, vous dites il faut faire quelque chose pour cet enfant là,
je crois que de bouche à oreille, ça peut arriver à quelque chose. Oui. Merci déjà d'avoir accepté de venir en parler avec nous, de lever un peu le mystère autour de ce trouble-là. Ah non, c'est nous qui vous remercions parce que nous savons que déjà là, ça porte et que vous n'allez pas vous arrêter là. Bien sûr. Oui. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Docteur, quel sera votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que beaucoup de courage à ces parents-là parce que nous savons ce qu'ils souffrent. Déjà, même dans les pays où les structures sont en place, ce n'est pas aisé. Et là où il n'y en a pas, beaucoup de courage et qu'ils aient confiance au peu que nous voulons déjà faire, qu'ils aient beaucoup confiance et qu'ils viennent pour qu'ensemble, on puisse bâtir quelque chose pour ces enfants-là et pour ces familles-là. Merci, docteur Salifou Rossama Risikat. Je rappelle que vous êtes psychologue. Merci d'être l'invité de Santé Assure ce matin. À vous, chers auditeurs, également, merci à vous. On a parlé de l'autisme, qui est un trouble neurodéveloppemental, voilà, qui se caractérise par des lacunes d'intégration sociale et de communication. On a fait un peu le point. J'espère que ça aura réveillé quelque chose chez quelqu'un. La rediffusion de cette émission est à 13h. Ne ratez surtout pas si vous avez raté pour ce matin. Prochain numéro de Santé Assure mardi prochain à partir de 9h. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.